de ma vie. Elle est importante pour moi. Moi, je pense que quand on aime une femme, on ne lui impose pas le statut de maîtresse. J'ai la chance aujourd'hui de vivre avec elle aussi une histoire d'amour qui est aussi forte qu'au début. Difficile de résister à la tentation d'une belle déclaration d'amour à la télévision. Mais les conjoints et surtout les épouses sont-ils encore aujourd'hui un atout de communication? Qui les met en avant? Pourquoi et comment se fabriquent ces stratégies à quelques mois de la présidentielle? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, ces conjoints qui s'exposent en couple ou en solo. Avec nous, 4 invités. Bonjour. François de Singly, sociologue, spécialiste de la famille et du couple, pour dire comment nous parlent ces mises en scène de politique. Isabelle Vera-Masson, spécialiste en communication médiatique et directrice de recherche au CNRS. Gaël Sliman, spécialiste de l'opinion et fondateur de Doxa. Et enfin, Elisabeth Chavelet, rédactrice en chef à Paris Match, alors un magazine qui plaît beaucoup à la première des personnalités dont on va parler, avec 2 couvertures en 4 mois. On a fait des statistiques pour cette émission. Il s'agit d'Emmanuel Macron, qui montre sa femme et qui l'assume. C'est ce qu'on pourrait dire du people décomplexé, avec une première apparition officielle de Brigitte en novembre 2015. Celui qui est alors ministre de l'économie reçoit une caméra à Bercy, et là, lors d'une réunion surprise. Bonjour. La voilà, la Macron Team, c'est ça? Parti. À la droite du ministre, voici Brigitte Macron, son épouse. Ils se sont rencontrés au lycée, lui était en première, elle, sa prof de lettres. 20 ans plus tard, elle vient de suspendre son activité pour lui consacrer tout son temps. Et donc mon épouse, elle n'est pas dans mon cabinet, je vais être très clair là-dessus, c'est-à-dire qu'elle n'est pas payée par le contribuable français. Non mais c'est important parce que parfois ça n'a pas été la pratique. C'est arrivé, oui. Et donc elle y passe... Vous confirmez? Elle y passe beaucoup de son temps, parce que son avis m'importe. Elle est là aussi parce qu'elle contribue à une autre ambiance. Et je pense que c'est important. Moi, ma vie est là, mon engagement est là pendant cette période. Parce qu'on ne travaille pas bien quand on n'est pas heureux. Ça vous a plu, ça? Oui, oui, j'aime beaucoup sa phrase. J'aime beaucoup. Et alors, vous contribuez à son bonheur? De toute façon, je suis la présidente du fan club. Ouais. Très. Il paraît. Très admiratif. On dit beaucoup, vous voyez que vous l'avez beaucoup encadré, recadré parfois. Non, très peu. On a des échanges musclés. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Voilà, alors Brigitte lime les cervelles et Emmanuel assume juste après en plateau. Dans tous les portraits qui vous sont consacrés, on évoque, c'est assez curieux, la différence d'âge qu'il y aurait entre vous et votre épouse. On ne le fait jamais dans l'autre sens. En l'occurrence, ça vous choque, ça vous agace dans la France de 2015? Je trouve ça dommage, ça montre le poids encore des représentations collectives. Ça me choque quand c'est blessant, en particulier pour mon épouse, parce que ça la blesse, donc ça me blesse. Mais moi, je n'ai pas de commentaire à faire, je n'ai pas non plus à cacher ma vie privée. Et il se trouve que dans ces réunions, ma femme est présente. Je trouvais que c'était l'honnêteté que je devais avoir, à partir du moment où j'avais accepté la règle du jeu avec vous, qu'elle soit là. Avec aussi des règles qui sont claires. Elle fait partie de ma vie, elle est importante pour moi, avec toute ma famille. Et on a une vie de famille qui est essentielle à mes yeux. Vous êtes grand-père? Je suis grand-père, 7 fois. À 37 ans. Voilà. Bravo. Tout est possible et ça n'a rien à voir avec la nouvelle technologie et la nouvelle économie. Mais c'est extrêmement important pour mon bonheur, mon équilibre et ce que je fais. Donc il faut vivre sa vie pleinement, sans l'exhiber, mais sans la cacher. Voilà, sa femme, c'est son équilibre, sans l'exhiber, sans la cacher, un discours et des images qui rappellent celles d'un certain Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur. On est alors fin 2002, la femme s'appelle Cécilia et le mari a déjà des ambitions présidentielles. Je ne suis pas dans l'organigramme, je ne suis pas rémunérée et je travaille de façon bénévole auprès de mon mari. Je n'ai jamais voulu avoir un rôle officiel parce que je veux garder ma liberté, pouvoir m'occuper de mes enfants et d'autres choses à côté d'œuvres duquel je m'occupe. Donc c'est une façon... Nicolas a voulu que je rentre dans le cabinet, j'ai refusé en disant que je préférais garder ma liberté, mon autonomie. Donc je n'ai pas un rôle officiel, je suis un peu touche-à-tout, je m'occupe de pas mal de choses, mais je n'ai pas un rôle officiel ni déterminé au sein du cabinet. 9h45. C'est la réunion des conseillers, la garde rapprochée. Certains accompagnent Nicolas Sarkozy depuis des années, mais c'est près de sa femme que le ministre va s'asseoir. Si elle n'était pas là, je ne pourrais pas me donner à mon travail comme je le fais avec autant d'engagement. Je pense que je serais paradoxalement moins disponible
pour mon travail. Parce que forcément, j'ai mon équilibre dans mon travail, avec ma femme. Et je pense, voyez-vous, que c'est une façon moderne de vivre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Voilà, alors question très simple, hein. Jusqu'où vont les similitudes et montrent-ils vraiment la même chose, hein, les deux à quelques 13 ans d'intervalle, au-delà de la femme groupie, fan dans les réunions des cabinets ministériels, je ne sais pas les uns les autres, Isabelle Verra-Masson peut-être? Oui, beaucoup de points communs je trouve tout de même, hein. La référence à l'argent, c'est le cabinet, les deux femmes travaillent avec leur mari, les deux précisent qu'elles ne sont pas payés, les deux les hommes leur parlent de bonheur, ont un discours extraordinairement sentimental. Peut-être tout de même que Macron est un peu moins sentimental, parle moins d'amour ou de sentiments privés. On est plus dans le bonheur, dans la famille. D'ailleurs, il élargit son couple à quelque chose de plus large. Donc, alors que véritablement Sarkozy, c'est le discours de fleur bleue. Quoi. Voilà, c'est uniquement sur l'amour et le besoin. Elle est un peu plus sur la stratégie. Exactement. Politique. Donc, et les deux hommes aussi ont un discours légèrement différent, mais tout de même, ce qui est frappant, c'est les ressemblances. Oui, Elisabeth Chavelet, il exposait de la même grande différence, manière. moi, je trouve, c'est les décors d'abord. Il y a une ambiance à 12 ans de différence, on se croirait un siècle avant, un siècle après. Les femmes sont très différentes aussi, parce que Cécile Sarkozy était toujours un peu quand même réservée, coincée, etc. L'autre est très expansive, elle rigole, elle est dans le jean, etc. Elle parle beaucoup. C'est vrai que la différence, effectivement, on a revu l'envoyé spécial de l'époque, Brigitte Macron s'exprime énormément. Je suis tout à fait d'accord avec les ressemblances, mais il y a quand même une grande différence là dans le couple. Dans le couple et la répartition des rôles, c'est ça. Alors François de Saint-Guy, puis on fera... Sarkozy, puisqu'il y a ressemblance, dit c'est une façon moderne de vivre sa vie professionnelle et familiale. C'est quand même quelque chose, parce que déjà les femmes faisaient le travail domestique à la maison gratuitement. Maintenant, elles font le travail professionnel gratuitement. Chez Macron aussi, on va dire. Non, mais pour les deux. Ah oui, pour les deux. Non, mais si c'est ça qu'on appelle la modernité, franchement, c'est quand même très étonnant d'avoir presque l'audace de dire, alors qu'on est dans une société dans laquelle on doit se réaliser, qu'en partie les femmes peuvent se réaliser pour elles-mêmes, parce que justement, elles ne sont pas dans le même bureau. D'accord, donc dans les deux cas, ça vous semble un peu d'arrière-garde. Deux couples d'arrière-garde. Oui, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais ce qui montre que, et surtout sur Macron, qui fait des leçons aux autres du passé, c'est aussi un homme du passé. Et puis c'est difficile de dire ma femme occupe une fonction rémunérée dans mon cabinet. Pourquoi se vanter, en fin de compte, de reproduire quelque chose qui est, si les femmes ont le droit, elles doivent travailler à l'extérieur et ailleurs. Oui, mais du coup, ils ne peuvent plus la mettre en avant dans les cabinets ministériels, ce qui est un peu le signe d'ailleurs. Est-ce que c'est le signe qu'ils sont... Ils veulent nous vendre une modernité qui est déjà défunte. Alors, on va donner la parole à Gaël Slimane. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas le signe, effectivement, quand on commence à mettre sa femme en avant comme ça, alors effectivement, même si c'est de manière non rémunérée et du coup, qui pose des questions qu'on a évoquées, c'est qu'on est quand même en phase de présidentialisation, non ? Oui, on a des passages obligés ou des hommes politiques qui ressentent comme des passages obligés à deux moments assez différents de l'histoire politique française récente. Chez Emmanuel Macron, il y a quand même le sentiment probablement que ça ne sera pas efficace en termes de gain de points de popularité. C'est pas parce qu'on montre sa femme et qu'on montre qu'on l'aime beaucoup et qu'on travaille avec elle, c'est pas parce que du coup on va intéresser les lecteurs et faire vendre beaucoup de journaux que ça se ressent en termes de popularité. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, ça avait pu contribuer, cette façon de mettre en scène sa vie privée, à créer les conditions qui allaient le rendre impopulaire par la suite quand il allait être président de la République, parce qu'en gros, il était populaire parce que les gens pensaient qu'il serait efficace. À partir du moment où, à tort ou à raison, les Français l'ont jugé inefficace en tant que président, toutes les scories autour de sa vie privée sont venues aggraver son cas. Mais ça, Emmanuel Macron en a conscience. La raison pour laquelle Emmanuel Macron le fait quand même, et ce sera tout le débat, je pense, aujourd'hui, dans cette émission, c'est que c'est le seul moyen d'exister statutairement, de franchir un palier, que ce soit en faisant des couvertures de Paris Match ou en acceptant de donner un peu de sa vie privée pour pouvoir participer à des émissions qui vont être davantage regardées. En gros, aujourd'hui, l'équation que font les hommes politiques qui le font consiste à se dire je consens à ternir un peu mon image, malgré tout, de sérieux. Montrer ma femme, je montre ma femme, je rentre dans le jeu. Je rentre, oui, mais vous allez réagir. Je rentre, c'est pas sa femme le problème. C'est plutôt je donne de ma vie privée, je donne à manger aux médias. Voilà. Je sais que ça va être décodé très sévèrement par les Français, mais en même temps, c'est le seul moyen de pouvoir
avoir accès à une présence médiatique de haut niveau. D'accord, alors attendez, je vais vous donner la parole, mais on va juste avancer un petit peu avant dans le temps. Vous avez évoqué Paris Match, on va les voir, ces fameuses unes de Paris Match, hein, puisque quelques semaines après le reportage là qu'on vient de montrer, Emmanuel Macron lance En Marche, et juste après, le couple fait la une de Paris Match en avril 2016, le matin même de l'intervention télé du président. Alors, a-t-il voulu ainsi lui voler la vedette? Si c'est le cas, c'est réussi, hein, car ces photos ont fait un véritable buzz, notamment cette page intérieure avec Brigitte et Emmanuel au ski, ou Emmanuel pouponnant les petits-enfants de Brigitte. Un beau coup, et pourtant, dès le lendemain, le ministre parle d'une bourde. Ça n'est pas une stratégie de com. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas parlé à Paris Match. Mon épouse, à laquelle je tiens beaucoup, a parlé à une journaliste de Paris Match. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. Et elle a suffisamment de pressions qui sont liées justement à tous les journaux qui nous tombent dessus. C'est une bêtise. Une bêtise qu'on a faite ensemble. Non pas que je le regrette ou que ça ait beaucoup d'importance. Mais moi, ce qui m'importe le plus, et au-delà de tout, de mon engagement, c'est mon couple. Donc je ne laisserai personne m'embêter là-dessus. Mon couple, ma famille, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. C'est pas une stratégie de l'exposer. C'est sans doute une maladresse. Je l'assume pleinement. Et ce ne sera donc pas une stratégie qu'on reproduira. Voilà, et Brigitte regrette tellement qu'elle le dira elle-même au micro. Vous auriez un petit mot à me dire concernant Paris Match et la polémique qu'il y a eu autour? Il n'y avait pas de polémique. Il y a une erreur que j'ai faite parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient, des rumeurs de caniveau. J'ai cru bien faire. J'ai eu tort. On ne fait jamais taire les rumeurs. Beaumarchais l'avait déjà dit. La calomnie, monsieur, vous ne savez pas ce que vous dédaignez. Voilà. Voilà, alors pour faire taire les rumeurs, hein, on reviendra sur l'argument, mais d'abord, hein, la promesse de son mari de ministre, hein, il parle d'une stratégie qu'il ne reproduira pas, et pourtant, quelques semaines plus tard, les photographes sont là pour immortaliser Brigitte, remettant le col de la chemise d'Emmanuel dans les coulisses de son meeting à la Mutualité, c'était dans Paris Match. Et en août, à nouveau, la une de Paris Match, hein, des photos sur la plage qui, même si elles ne sont pas posées, ne semblent pas voler non plus. Hein, c'est En Marche à deux. Et à chaque meeting, eh bien, Brigitte Macron est là. Elle répond au micro et aux critiques. Un petit montage. Vous n'êtes pas impressionné par Manuel Valls? Pardon, impressionné? C'est un homme que j'admire, comme tous ceux qui font de la politique. Parce qu'il faut véritablement, il mérite une grande admiration. C'est difficile, la politique. Mais lui, il est dérangé par cette initiative. Il a dit il faut que cela s'arrête. On ne parle jamais des autres. Je pense que c'est beaucoup mieux de parler des actions que des autres. Quel rôle vous jouez auprès de lui? Je suis son épouse. C'est tout simple. Vous avez toujours l'air étonné que les épouses soient à côté de leur mari. Il serait temps d'évoluer un peu. C'est notre place. C'est notre place. On a entendu les jeunes crier Macron président, Macron président. Est-ce que vous êtes prête à être première dame? Mais Macron, c'est lui. Après, on verra la suite. Non, prête à être première dame? Mais pour l'instant, moi j'ai toujours été prête à tout. Ça fait 20 ans que je suis prête à tout avec lui. Voilà, les épouses auprès de leur mari, il faut évoluer, François de Singly, hein, c'est post-moderne. Voilà, super. Mais attendez, on va vous faire réagir, mais d'abord Paris Match, hein, parce qu'effectivement, dans le premier extrait qu'on a vu, Emmanuel Macron semblait d'accord avec Gaël Slimane, hein, il regrette d'avoir fait Paris Match, et puis pouf, il refait à nouveau, 2 fois. Alors on se demande pourquoi, ça paraît complètement paradoxal, Elisabeth Chavet, que vous avez une explication. Oui, tout à fait, parce que je pense que Macron a beaucoup de talent, et en particulier celui des politiques, c'est-à-dire savoir mentir. Bon. Ah bon? Alors, et dans ce petit extrait, je relève 3 mensonges, 3 petits mensonges. Un, elle ne connaît pas, ma femme, le système médiatique, c'est archi faux. Depuis 2012, il est à l'Élysée, elle voit tout ça, etc. Deuxièmement, il a rencontré une journaliste de Paris Match, en l'occurrence c'était Caroline Pigozzi, qui est très copine de Madame Macron. Et troisièmement, il dit, on s'y fera plus reprendre, et 3 mois après, il refait le coup. Pourquoi? Parce que si vous voulez, je crois qu'entre les 2 périodes, ils se sont aperçus d'une chose dont ils n'avaient pas mesuré l'effet, c'est le choc qu'on reçoit quand on fait une couverture de Paris Match. On crée des jalousies partout. Peu de ministres, très peu, font la couverture de Paris Match. Et il a été assailli de gens qui l'injuriaient au sein du gouvernement par le président. Et alors quoi, il a envie d'être injurié? Non, donc, il a fait machine arrière. Mais il a vu après que ça le servait, et donc il l'a refait parce que c'est un type qui est transparent, cash, et que ça le sert. Donc ça le sert. Vous dites, contrairement à ce que dit Gaël Slimane, vous dites ça le sert. Bien sûr, on dit la même chose en fait. C'est-à-dire que... parce que c'est très bien vendu. C'est-à-dire que le fait de dire aux Français « Regardez, je vais montrer ma vie privée », ça vous dessert, ça vous retire, quand on le mesure dans les sondages, c'est pour ça ça dit, vous je veux pas retire des points de popularité. Et alors en revanche, si bien malgré moi, alors que je ne le voulais pas du tout, eh bien, Paris Match a pris des photos et j'ai fait la une de Paris Match, mais alors vraiment, je ne voulais pas.
On espère, ça n'a pas fonctionné dans le cas de Macron, mais on espère arriver à convaincre qu'on n'avait pas voulu organiser tout cela, et on espère avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire à la fois ce que dit Elisabeth Chavelet, qui est très juste, accéder à la première division, voire à la Ligue des Champions, et en même temps de dire qu'il n'a pas cherché à rentrer dans le jeu de la psycholisation, parce que ça, c'est plutôt mal vu par les Français et les électeurs. Il y a quand même une chose, alors je ne sais pas où est la vérité là-dedans, mais il y a quand même une chose, elle est effectivement très douée, très bonne au niveau médiatique, Madame Macron, et elle dit une chose qui sans doute est juste aussi, c'est que quand même, elle avait voulu faire taire un certain nombre de rumeurs de caniveau, et ça, on l'a beaucoup entendu, et je pense qu'il doit y avoir un fond de vérité là-dedans quand même. D'accord, sur la motivation de la première une. Mais alors ça, d'ailleurs, c'est assez incroyable. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir là-dessus, Isabelle Vera-Masson, parce qu'en fait, elle assume la bourde, et elle dit finalement que cette une de Paris Match, elle n'a pas été faite par rapport à la popularité de son mari, mais qu'elle a été faite par rapport à son couple, en fait. C'est intéressant comme argument. Moi, je crois qu'il y a inédit. Je crois il y a deux choses qui me semblent importantes qui n'ont pas encore été dites. C'est d'abord qu'il y a quelque chose de spécifique avec ce couple qui ne ressemble à, je crois pas, à rien qu'on a connu avant. C'est cette curiosité étrange que les Français ont à l'égard de ce couple tout à fait atypique. En termes d'âge. Et moi, j'ai rencontré par hasard Madame Macron qui me disait la seule chose qui intéresse les journalistes, c'est mon âge. Quand elle parle de modernité, c'est moderne, une femme, une épouse à côté, en fait, c'est à ça qu'elle fait allusion. Exact. Elle est toujours dans des espèces de contradictions dans les termes, dans les mots, dans les concepts, parce qu'elle ne parle jamais de ce qui est essentiel, qui est en réalité sa différence d'âge qui intéresse les journalistes, qui intéresse les gens. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus la couverture de VSD. Il n'y a pas que Paris Match. Et c'était quand même en même temps. Et dans VSD, c'est très clair qu'il y a là la volonté de couper à ces fameuses rumeurs de problèmes qu'aurait son couple, de problèmes qu'aurait son mari. Et tout d'un coup, les gens qui ne savent rien se demandent, moi, j'ai jamais entendu parler de ces rumeurs, de quelles rumeurs il s'agit. Et là, il lance quand même une curiosité qui peut être dangereuse. Et il y a un effet boomerang, à mon avis, dont ils n'ont peut-être pas mesuré. Et là, je serais d'accord avec ce que disait Macron. Je ne suis pas sûre que Brigitte Macron soit tellement experte des médias. D'accord. Donc on pourrait faire l'hypothèse qu'à la première une, pour des raisons, on va dire peut-être un peu plus personnelles, et puis voyant les faits, ah bah tiens, on va en faire une autre, mais peut-être un peu plus l'air de ne pas y avoir touché, même si ça trompe personne, c'est ça? Ça trompe personne. Voilà. Et alors quand même, on l'avait évoqué un petit peu sur le fait qu'elle prend des prises de position, et on le voit là de plus en plus, très politique, parce qu'elle répond aux critiques, elle répond à Manuel Valls, elle parle de l'avenir de son mari, ça c'est assez rare. De voir ça. Oui, parce que c'est un couple où elle a vraiment une vraie, comment dirais-je, elle a une vraie présence, un vrai rôle, à savoir que, je crois qu'elle l'a dit elle-même, où ça a été écrit, et elle ne le conteste pas, c'est qu'ils parlent sans arrêt ensemble, elle le conseille surtout. C'est ça qui est moderne. Elle est très protectrice vis-à-vis de lui, elle le protège. Elle est politique. Elle est très intelligente en plus. Elle est politique et intelligente. Dans les réparties qu'on a vues là, elle démine le terrain. On l'interroge sur Manuel Valls et elle le dit en plus avec beaucoup de culture, puisqu'elle cite Montaigne. Il y a toujours quelqu'un, toujours un philosophe caché. Elle cite les philosophes ou les grands auteurs, elle démine le terrain, elle explique qu'avec beaucoup d'humilité, elle accompagne son mari. Alors on peut trouver effectivement que ce n'est pas très moderne, mais en tout cas, elle envoie un message qui est plutôt positif. Mais en sachant bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en termes d'opinion, les Français ont tellement l'habitude de décoder et d'imaginer qu'on Oui, mais là, on est dans quelque chose de nouveau, pour le coup. C'est pour ça que je vous pose la question. Là, le fait de prendre des positions aussi politiques et de déminer, comme vous dites, c'est nouveau. Donc... Alors, elle le fait bien, mais ils ont conscience, à mon avis, l'un et l'autre, qu'ils ne marqueront pas des points de popularité avec leur couple. En revanche, qu'ils peuvent accéder à travers ces grands médias à un niveau statutaire qui les met au niveau d'un président de la République, de François Hollande, par exemple. Qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas, finalement, ça ne change pas grand-chose, la fameuse épouse, en termes de... À condition de ne pas dire de bêtises, et dans le cas de Mme Macron, elle n'en dit pas. Alors, est-ce que je peux dire que je ne suis pas d'accord? Mais avec quoi? Parce qu'on a compris. Alors, qu'est-ce qu'elle dit comme bêtise? Une deuxième bêtise. Si on veut, l'écart d'âge, c'est quand même historique. La domination masculine, c'est caractérisé par le fait d'être plus âgé, presque dans toutes les cultures. Cette inversion, le danger, on peut avoir des lectures différentes. Non, le danger, de mon point de vue, elle est plus âgée, et donc est perçue par rapport à nos critères qui restent en partie traditionnels, un peu dominante. Le fait qu'elle fasse de la politique, il y a un petit danger. Alors, si vous appelez ça modernité, c'est que lui prend la figure doublement dominante. Que lui prend le risque d'apparaître comme une figure dominée, ce qui n'est pas un point positif dans une présidence. Elle passe son temps à expliquer qu'elle ne l'est pas.
Vous avez vu dans tous les interviews, elle est tout le temps... Je lime la cervelle, mais je domine pas. Je suis présidente du fan club, elle est constamment en train de se rabaisser. Mais en même temps, comme dit François de Saint-Gilles, c'est vrai qu'elle l'air d'être dominante, justement. Alors, effectivement, avec cet aspect effectivement assez spécifique. Alors, Emmanuel Macron, qui aspire à la présidentielle, du moins nous semble-t-il, met sa femme en avant, c'est dans les traditions pour le coup. En revanche, le président est candidat de plus en plus probable, fait lui, depuis sa rupture avec Valérie Trierweiler, uniquement des apparitions médiatiques en solo, et ce, même s'il semblait à l'été 2015 sur le point d'officialiser sa relation avec Julie Gaillet. Ils sont arrivés séparément. François Hollande d'un côté, Julie Gaillet de l'autre. À aucun moment, ils ne s'afficheront ensemble. Officiellement, l'actrice accompagnait son grand-père, un ancien résistant. Il n'empêche, c'est bien sa première apparition publique dans le sillage du président. Cette sortie n'est pas un hasard. Il y avait un moment que les uns et les autres réfléchissaient à comment faire rentrer Julie Gaillet dans la photo. Installer Julie Gaillet dans le paysage. Une façon pour le président d'officialiser sa relation en douceur avant l'élection présidentielle de 2017. Voilà, en douceur, on disait en juin 2015, bon, ça a été plus qu'en douceur, parce que depuis, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors pourquoi? Je vais vous donner la parole, mais d'abord quelques éléments sur les conséquences, puis peut-être les causes aussi de ce choix. Alors d'une part, Julie Gaillet n'a jamais été aussi présente dans Paris Match. Là, on a compté encore 5 unes en 2 ans. C'est autant que Sophie Marceau. Ça fait beaucoup. D'abord en janvier 2014, juste après le fameux épisode du scooter et de la rupture avec Valérie Trierweiler, puis mars 2014 et juin 2015, au moment où on attend une officialisation. Et enfin en 2016, mai et septembre, avec cette une très commentée à propos de ce détail, la bague qui ressemblerait à une alliance. Mais ces photos et ces titres toujours très allusifs de Paris Match, ici libre et engagé derrière le président, n'empêchent pas les détracteurs d'être restés bloqués à l'épisode du scooter. Petit extrait de 2 meetings. Balle au centre, pense-t-il. C'est ça l'alternative? C'est ça l'avenir pour notre pays? Pendant qu'on y est, François Hollande n'a qu'à venir incognito en scooter, voter à la primaire de la droite et du centre pour choisir lui-même son rival. Un président de la République qu'on a découvert un jour avec un casque de moto sur un petit scooter. Un président de la République qui n'a cessé constamment, année après année, de nous donner honte de ce qu'était la représentation de la France. Vous imaginez que déjà en 1959, le général de Gaulle trouvait que la politique française manquait de dignité. Que surtout personne n'aille lui dire qu'il y a un président de la République qui s'est fait attraper sur son scooter, rue du Cirque, en allant donner une visite galante, parce qu'alors là, il se retourne dans sa tombe immédiatement. Voilà, et la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais ça y ressemble déjà. Isabelle Béramasson, est-ce que selon vous, là, ça va être un thème, et ça peut être un thème de la campagne, cette attaque, ce style d'attaque, et est-ce que c'est un bon thème pour la droite, auquel François Hollande... prête le flanc? Je ne crois pas que ce sera très important dans la campagne électorale. Je crois que ça dessert les gens qui utilisent ce genre d'argument. Le temps que consacre Laurent Wauquiez à parler d'un minuscule fait divers est consternant, et je suis sûre que ça... Et François Fillon le répète régulièrement, François Hollande en scooter, avec son casque de scooter. Ça n'amuse que les gens qui sont déjà convaincus, qui détestent François Hollande, mais sinon ça dessert, pour ceux qui ne sont pas convaincus, qui n'ont pas d'opinion, ça dessert celui qui tient ce genre de propos. Donc l'attaque, pas bonne, et la stratégie de Hollande, parce qu'alors là, c'est intéressant aussi, on a l'impression qu'il est sur le point d'officialiser sa relation là, en juin 2015, et puis finalement qui change son fusil d'épaule. Mais non, mais il n'a jamais voulu l'officialiser et il ne le fera pas. Dans Paris Match. Oui, non, mais pas que dans Paris Match, on l'entend à l'Élysée, partout. Il ne le fera pas. Donc, il n'a jamais voulu s'engager. C'est des supputations de journalistes en juin 2015. C'est des supputations de journalistes parce qu'elle est là, et je crois que, peut-être qu'on y reviendra, mais qu'elle aurait très envie qu'il fasse un signe, ne serait-ce que la mettre devant ses meetings. Mais lui, il ne peut pas. Il était traumatisé par l'affaire Valérie Trierweiler, et il ne veut pas risquer, s'il fait un deuxième quinquennat, d'avoir les mêmes choses qui se passent sur la place publique. Il ne veut pas, il ne peut pas. D'accord, c'est personnel, c'est pas de la stratégie. Donc elle pousse. Elle pousse, je crois, avec beaucoup d'habileté. Elle ne lui demande pas de se marier, elle lui demanderait un peu d'officialiser, d'être un peu plus présente. Elle dit, j'en ai marre d'être la copine de l'ombre. Voilà. D'accord.
Et alors, du coup, en termes, donc là, on voit le côté coulisses, mais en termes d'image, est-ce que ça vous paraît être une bonne stratégie pour François Hollande? Parce que c'est vrai qu'on entendait des bruits qui disaient qu'il allait effectivement officialiser, puis finalement, il reste comme ça, président solitaire. Je rejoins ce que vous avez dit l'une et l'autre. Évidemment que François Hollande sait que c'est pas une très bonne publicité pour lui globalement, que les Français l'attendent sur autre chose, que leur priorité, elle porte sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, et que ces histoires de cœur, n'ont pas si grande importance. Voilà. Elles peuvent intéresser, c'est-à-dire que ça peut attiser la curiosité d'ouvrir un journal qui en parle, d'allumer une émission qui traiterait du sujet, mais ça ne modifiera pas les perceptions des Français à son sujet. C'est quand même rare d'avoir quelqu'un qui prétendent à la présidentielle en solo. Là, pour le coup, c'est quand même relativement nouveau. Et du coup, on s'interroge sur ces unes de Paris Match. Est-ce que ce sont des unes qui sont quand même une stratégie de l'Élysée pour dire il est seul, mais quand même, il y a un conjoint, voilà. Ou alors, est-ce que c'est une stratégie de Julie Gaillet? Non, il y a une stratégie Paris Match. Pour exister. Une stratégie Paris Match. Oui, mais d'accord, ça c'est vous. Et de leur côté, c'est parce que... non, il n'y a aucune stratégie de l'Élysée. L'Élysée ne veut pas faire de photos. D'accord, donc c'est Julie Gaillet qui veut exister, quoi. Non, mais Julie Gaillet, elle est très maligne parce qu'elle se sert de match. Bon, attendez, elle se sert de match. Et pourquoi? Parce que nous avons une spécialiste de Julie Gaillet chez nous qui vient d'écrire un très beau bouquin qui s'appelle Mademoiselle, qui est Pauline Delassus, qui l'a longuement rencontrée. Alors, elle a une limite. Elle veut bien parler de ses œuvres caritatives, donc pour les femmes, pour le cancer, etc. Et là, d'ailleurs, elle fait un peu première dame. Et dès qu'on lui parle de François Hollande, c'est niette. Mais ça passe quand même parce que c'est elle. Et ça, c'est la stratégie Paris Match. Mais elle en parle effectivement quand même, mais toujours dans le papier. Hein. C'est pas une interview où elle est citée. Et pour le coup, elle en fait moins parce qu'elle est muette. Enfin, c'est Match qui lui fait dire. Alors que les anciennes, même Valérie Trierweiler, qui était relativement... c'est un pacte qu'elle a fait avec François Hollande, qui lui a dit, écoute, je veux bien que tout, mais tu parles pas de moi. Tu parles pas de moi, voilà. Donc c'est via Paris Match, voilà. Alors que Valérie Trierweiler parlait François de Singly. Voilà. Avec la modernité, sois belle et tais-toi, ça me paraît encore moderne. Non, et simplement parce qu'on n'a pas prononcé. Hollande, c'est pas 2 femmes, c'est 3. C'est quand même Ségolène Royal. Or, je peux faire un pronostic comme ça. Je pense qu'on pourrait voir, comme la dernière fois, aussi des enfants de Hollande dans son équipe. C'est-à-dire, il joue le rôle qui n'est pas le même. Ça, c'est plus moderne de mon point de vue. Il joue le rôle d'un père séparé. Et là-dessus, il est, à mon avis, en partie irréprochable dans l'image qu'il donne. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Et donc, il joue aussi son rôle, pour moi, peut-être qu'il rate, et qui ne rate pas, entre guillemets, ses vies conjugales aujourd'hui, mais en même temps, la norme absolue, c'est justement d'être un père. Et je pense, ça fait pas des... Dans l'homme en solo, vous voyez le père séparé. Ah oui, non, pour moi, c'est pas un homme solo, hein. D'accord. Et d'ailleurs, aussi régulièrement, il est quand même le fait que Ségolène a un statut particulier, comme les ex-amicaux, ce qui est aussi une norme de la modernité. Je me sépare, mais je devrais rester, sauf dans les cas comme Valérie. D'accord, en fait, ce que vous dites... C'est un statut de polygamie, quoi. Oui, c'est ça, en fait. Il a beau apparaître seul, il y a tout un background que les gens... statut que Mitterrand. C'est pas, à mon avis, exactement la même chose. Il ne dit pas qu'il aime Ségolène, mais qu'il maintient une relation au nom de... Parce que... D'accord, pour vous, sociologue, vous dites... Non, mais pour moi, Hollande, il a une image de père moderne. D'accord, c'est ça. Depuis le départ, hein, pour moi, mais attendez, François de Singly, qu'on comprenne bien. Donc, du coup, en fait, il peut apparaître en solo. C'est quand même une première dans une campagne présidentielle. Il s'autorise sa vie. Il est célibataire. Il va prendre sa moto. Enfin, je veux dire, parce que pour tout le monde, parce que tout le monde a cette autour, cette à côté. Bien sûr. Et donc, ça fonctionne. Et le fait que Ségolène soit ministre n'est pas négatif par rapport à ça, parce qu'en image permanente, on a le fait que... Il est aussi un ex aimable de... D'accord. Oui, Julie, c'est pour Paris Match d'abord, mais je pense que Ségolène joue autant que Julie dans la stratégie. Julie Gaillet, même si elle a moins fait Paris Match. Le drame de Valérie Trierweiler. D'accord. Alors, intéressant. Donc cette question des conjoints se pose aussi à droite, d'autant que pour eux, la campagne des primaires a bel et bien commencé, avec l'impression parfois de quelques hésitations. Alors Nicolas Sarkozy, un des pionniers, on l'a vu dans la mise en scène de son couple, a commencé par poser chaque été avec Carla sur un scooter à l'été 2014, juste avant son retour. Puis en Corse l'an dernier avec cette série de photos de plage très posées, sous toutes les coutures, bisous dans l'eau et hors de l'eau.
Mais au moment de se lancer officiellement dans la primaire, changement de stratégie, semble-t-il, pas de grand reportage lors de ses vacances avec Carla Bruni cet été, juste cette photo de loin comme prise par un paparazzi. Quant à Carla Bruni, elle parle de son mari, mais à l'occasion de ses activités à elle, comme lors de ce concert caritatif début janvier. Vous en avez pensé quoi? Je pensais que c'est merveilleux. Je savais pas que je vivais avec un écrivain. Je lui ai dit, non mais ça va, tu vas faire écrivain maintenant. Ça cartonne. Mais au-delà de ça, c'est tellement vraiment comme lui. Ça m'a épaté. Parce qu'il a travaillé, hein. On l'a pas vu, hein, 2 mois de suite. L'été seulement, en été seulement en vacances. 70 000 exemplaires vendus, c'est que la énorme. première semaine, ouais. Vous pensez que c'est parce que les Français sont touchés par ce livre sincère? Je pense qu'il est différent de tous les autres et qu'au fond les gens le sentent, quel que soit son destin, quel que soit... Je pense qu'il est sincère. Oui, je pense qu'il est sincère. Qu'il est très fort, très sincère et très humain, trop humain, comme disait Nietzsche. Est-ce que vous espérez que votre époux se lance dans la primaire à droite? On s'arrête là. Oui, voilà, on riait. Hein, voilà, il y a Madame Macron cite Beaumarchais et Montaigne. Elle, c'est Nietzsche. En revanche, elle n'est que dans le rôle de la groupie. Là, c'est pas la femme politique. Et puis alors aussi, on a l'impression quand même, là, à ce stade, hein, pour l'instant, on est resté début 2016, qu'il y a un changement dans la stratégie de Nicolas Sarkozy, hein, que sa femme est moins mise en avant qu'à une certaine époque. Pourquoi, Elisabeth Chablé? Je pense que là, elle fait du Carla Bruni tout craché. Elle est merveilleuse, elle est douce, elle adoucit l'image de son mari, elle est jolie et tout. Elle est fan, il écrit des livres. Bon, elle a décidé, elle l'a dit vraiment, après avoir mûrement réfléchi, je crois, de s'engager envers son mari. Bon, et elle le dit. Bon, très bien. Cela dit, moi je crois que cette réserve qu'elle a pour le moment, c'est quand même un petit peu le symptôme qu'elle a beaucoup hésité. Tout au moins, elle n'était pas très d'accord pour ce qu'il y aille. Elle a souffert l'enfer, elle le dit à l'Élysée. Il s'est fait attaquer, il continue. Et franchement, elle en a eu marre. Donc ça, c'est la femme qui n'a pas très envie que son mari y aille, elle mais va qui y aller fait quand parce même que, un peu... Non, mais elle va y aller parce qu'elle l'aime et parce que machin. Mais je crois que ne pas apparaître tout le temps comme elle l'a fait, ça va être une stratégie. C'est son choix. Là, pour le moment, elle a envie de vendre son disque, qu'elle vendra. Bon, d'accord, non, mais attendez, c'est sa stratégie à elle. Je pense que c'est sa stratégie à elle et qu'il la comprend. Alors attendez, parce que là, on était... il y a quelques semaines, mais depuis début octobre, alors que Nicolas Sarkozy est à la peine dans les sondages, eh bien, il nous a semblé quand même que là, Carla Bruni revenait sur scène, hein, présente aux côtés de son mari en meeting au Zénith. On la voit même chanter la Marseillaise, entourée de politiques. Et surtout, elle accepte de témoigner pour l'émission Très People de M6. Vous l'avez rencontré, c'était parti. Tout à fait. Comme ça. Comme ça. Un rayon de soleil. Carla. Soleil. Le soleil. Un rayon. C'est beau. J'ai compris. Et c'est moi, il me faut pas trop de temps pour comprendre. J'ai cru comprendre, oui. Donc, c'est un peu rapide. On s'est engagés tous les deux de manière équivalente, tout de suite, sans même discuter. On n'a pas joué du tout. Lui, il m'a demandé en mariage tout de suite. C'est un homme qui a besoin d'une femme. Je suis sûre que les quelques mois qu'il a passés seul ont dû être terribles. Lui, c'est un homme qui s'engage. Vous l'avez aimé vite? Mais parce que vous pensez que l'amour, c'est quelque chose qui est raisonné? Mais on peut se protéger un petit peu au début. On peut se dire, avant de repartir dans une histoire, quand même, je vais mollo. Ah bon, vous croyez que ça protège de quoi que ce soit? Non, mais vous auriez pu dire, pendant quelques mois, je teste pour voir si ça dure ou... Comme une voiture. Bah Là, oui, on essaie la voiture. Moi, je pense que quand on aime une femme, on ne lui impose pas le statut de maîtresse. Voilà, reste la dureté de la campagne qui l'a fait évoluer. En tout cas, c'est un duel d'hommes amoureux qui se joue à droite, puisque même le très discret Alain Juppé se met aussi à faire des déclarations d'amour à la télévision. Comment on mange ça? Toi, t'as pris médium, c'est ça? Ouais. Bon, écoutez, je suis amoureux d'Isabelle, donc comment en parler sans tomber dans l'excès, dans l'hyperbole. Toujours? Ça fait longtemps quand même. Vous êtes Toujours mariés. autant, ça fait plus de 20 ans. J'ai la chance aujourd'hui de vivre avec elle aussi une histoire d'amour qui est aussi forte qu'au début. Isabelle m'a apporté sa relative distance vis-à-vis des partis politiques. Moi, j'ai vécu dans le bain des partis politiques, des militants, des responsables politiques. Elle s'intéresse à la politique, elle a été journaliste politique, mais avec une distance qui m'est très salutaire. De temps en temps, elle me ramène à des réalités qui ne sont pas celles de la vie politique dans son aspect microcosmique.
Voilà, alors Franz-Olivier Gisbert n'est pas blotti à côté de lui sur le canapé, mais enfin quand même, on est un peu dans le même registre des confidences intimes et amoureuses. Alors je voulais savoir, Gaëlle Slimane, comment vous expliquiez voilà, cette évolution. Alors on avait l'impression que Nicolas Sarkozy mettait moins en avant sa femme. En avait-il tiré les leçons? Je ne sais pas, mais en tout cas là on a l'impression que ça change. Et puis même Alain Juppé s'y met. Je vous l'ai déjà dit, le fait de ramener la pipolisation dans la vie politique et sur des personnalités politiques majeures, ça a plutôt tendance à leur nuire, surtout dans le cas de Nicolas Sarkozy, puisqu'on lui a beaucoup reproché le côté bling-bling, people, etc. Reproche qui a peu été fait à Alain Juppé jusqu'à présent. Ouais, et donc, à la limite, il peut se le permettre un petit peu davantage. Mais à un moment donné, l'équation pour les hommes politiques, c'est d'abord subir la pression de leurs communicants, qui, en caricaturant, leur disent « Coco, il faut absolument qu'on te voit à la télé ou qu'on te voit dans les médias. » Et puis, montrer que tu es gentil, que tu es gentil, que tu es humain, que tu as des sentiments. C'est une pression inefficace que cette pression de leurs communicants, les incitant à faire ce genre d'opération. Puis, il y a un deuxième paramètre que j'évoquais tout à l'heure, qui est il faut aussi raconter des choses, donner envie aux médias de parler de vous. Oui, mais... Donc, dans l'émission de Karine Le Marchand, qui a très bien fonctionné, mais je fais une grosse différence entre le reportage de Gisbert, qui était assez hagiographique d'ailleurs, sur Juppé, et l'émission de Karine Le Marchand avec les différents hommes politiques, c'est que cette émission de Karine Le Marchand n'est que people, entre guillemets. Donc, le bénéfice pour les hommes politiques me paraît assez réduit. Le seul problème, c'est que comme tous y sont, celui qui n'y serait pas, ça peut être à double tranchant pour lui. Mais c'est quand même incroyable parce que vous dites, d'ailleurs vous l'avez déjà dit dans l'émission, ça ne marche pas, ça ne sert à rien et pourtant... Non, ça agace, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça agace. Alors entendre Nicolas Sarkozy, Carla mon soleil, ça agace, Juppé ma femme, je l'aime après je ne sais pas combien d'années, ça agace et pourtant... Et oui, mais quand il parle de la manière de lutter efficacement contre le chômage et de comment faire évoluer le pouvoir d'achat des Français, qui sont les priorités des Français, beaucoup plus importantes à leurs yeux, les gens zappent parce que c'est beaucoup moins amusant. Paradoxe. Et alors François Singly, en préparant l'émission, on disait, mais on n'avait pas encore vu les dernières images de Nicolas Sarkozy, que finalement, il n'avait plus tellement intérêt, vous disiez, à mettre en avant sa compagne. Alors, finalement, il le fait quand même. Quelle image ça renvoie? On peut essayer. Non, moi, je trouve que sur Juppé, même si je ne veux pas être géographique... Vous ne voulez pas faire du Franz-Olivier Gisbert? Non, mais je trouve que c'est pas parce qu'il est contraint d'en parler. Mais pour moi, il en parle de manière un tout petit peu plus subtile qu'au début de l'émission sur les deux autres. C'est-à-dire les deux autres que Macron et Sarkozy. C'est pas tout à fait la même chose que de dire quand je rentre chez moi, elle me donne une gifle au sens symbolique, pour me prendre la distance, que d'être collaborateur non payé au cabinet. Parce que là, il n'y a pas de distance possible. Quand on est au cabinet, on est au cabinet. D'accord, donc Juppé, quand il dit il se fait ramener sur terre par sa femme... Donc, je veux dire, ça, c'est normalement justement une dédimension de l'humanisation. Je suis obligé, pour la présidentielle, d'être un obsédé politique, et il y a quelqu'un qui me dit... Calme-toi, il y a un peu d'autre chose. Alors, il ne le joue pas complètement bien, mais pour moi, c'est à la fois peut-être plus traditionnel, mais c'est légèrement sur le côté. J'ai quand même, il avait dit la tentation de Venise, hein. Je veux dire, D'accord, en fait, lui, sa femme le ramène à la réalité, alors que les autres font rentrer leur femme dans leur irréalité. C'est ça que ça montre. Ah ben oui, mais c'est quand même pour moi une vraie différence, même s'il y a la contrainte du fait de je ne suis pas seule. D'accord, oui, Isabelle Verhamasson. Oui, moi, ce qui me frappe en regardant ces images les unes après les autres, c'est le principe de la trophy woman. C'est-à-dire que ces hommes montrent leurs femmes comme des trophées. Elles sont célèbres, Hollande, Carla Bruni, elles sont très belles. Pas Isabelle Juppé. Et la seule qui ne soit pas une trophy woman, c'est Isabelle Juppé. Et d'ailleurs, on a le sentiment, du coup, quand on est comme moi, du deuxième féminisme, quelque chose d'une certaine satisfaction. Mais elles ont toutes, et ça c'est moderne, elles ont toutes une tête. C'est-à-dire que chacune exprime « je suis belle, je suis une trophy woman, je suis fan de mon mari, gna 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 », mais en même temps je cite Nietzsche, Montaigne, etc. Et là c'est une modernité, c'est que les femmes, pour être une vraie trophy woman, il faut non seulement être belle, mais aussi être intelligente, et ça me semble un signe des temps.
Oui, et qu'il fallait citer. Moi, je trouve que à la limite, on dit, mais elles se sentent vraiment obligées de citer Nietzsche et Montaigne, sinon elles ont l'impression qu'elles n'existent pas. Enfin bon, pour prendre dans l'autre sens. Mais c'est ce que je veux dire. Avant, il suffisait d'être belle et de bling bling pour être une trophy woman. Maintenant, non seulement il faut être spectaculaire, mais aussi avoir quelque chose à faire. Et alors, il y a quand même le paradoxe de Marine Le Pen. Hein. Alors, vous disiez, on est obligé de parler de certaines choses pour aller dans certaines émissions, confère celle d'M6. Mais alors, elle ne parle jamais de son compagnon Louis Alliot, à l'exception d'un tweet en 2014, on va dire, pour officialiser les deux dans une serre, depuis plus rien. Et quand elle va sur le canapé d'M6, eh bien, elle est la seule qui ne parle pas de son couple. Alors du coup, on se demande, effectivement, on dit qu'elle seule est capable d'imposer ses conditions, en fait. C'est ça. Oui, puis dans le cas de Marine Le Pen, elle avait quand même déjà beaucoup à raconter sur le pathos personnel, avec son histoire personnelle, avec son père. Elle a donné assez, si vous me passez cette expression triviale, elle donnait assez à manger aux médias, aux téléspectateurs, parce qu'elle a une histoire assez incroyable, Marine Le Pen, du point de vue du caractère sensationnel de cette histoire. Donc elle n'a pas besoin, en plus, d'en rajouter sur son conjoint. Puis Marine Le Pen, globalement, on l'entend très peu. Peut-être parce qu'elle a le sentiment en ce moment qu'il y a des voitures au balai qui font le travail pour elle sur le fond des idées politiques. Donc elle est beaucoup plus sereine et elle participe à moins d'émissions. Et ce qui fait qu'elle est plus bankable et qu'il faut, qu'elle peut imposer effectivement davantage ses conditions. Oui, il y a eu 3,7 millions de téléspectateurs à son niveau, c'est-à-dire plus que tout le monde. C'est elle qui a fait gonfler une énorme réussite. Et moi, je trouve que M6 a participé à la dédiabolisation de Marine Le Pen. Et donc, elle nous avait presque fait pleurer sur son enfance. Donc là aussi, c'est vraiment une bête de médias, quoi. Et alors, pour finir, en mot de la fin, au vu de ces extraits, de tous ces hommes, beaucoup d'hommes quand même, qui font campagne, ça change quoi aujourd'hui de faire campagne en couple ou célibataire, ou en célibataire, Elisabeth Chavelet, François de Singly, en mot de la fin? On verra pour François Hollande, mais moi je pense que les Français ont toujours aimé avoir un roi et une reine, parce que ça fait partie de l'équilibre, et que match depuis De Gaulle jusqu'à Mitterrand, jusqu'à tout le monde. Il leur faut un roi et une reine. Il leur faut un roi et une reine. Le père de famille séparé, non. On verra. Simplement, dans le cas de Marine Le Pen, c'est le genre qui change. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Elle veut, je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais il faut rajouter le fait que c'est assez difficile pour une femme de ne pas se faire justement dominer, de se dire, etc. Et donc, d'une certaine façon, son enfance, c'est une chose. Le conjoint est plus difficile à manier pour une femme que pour un homme. Donc, elle le gère bien. C'est-à-dire par le silence. Voilà. Isabelle Verabasson. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais je crois aussi que la question de la vie personnelle, c'est un ensemble. C'est pas seulement le fait d'être en couple. Et à chaque fois, ils ont essayé, pour certains, de rappeler qu'ils étaient pères de famille, grands-pères éventuellement. Donc on replace sa vie personnelle, sa vie sentimentale dans un cadre plus large. Et puis, rappelons-nous que ce genre d'émission, pour parler de l'émission de Karine Le Marchand, va toucher des gens qui, en général, ne regardent pas les émissions politiques. Oui. Donc les hommes politiques sont presque obligés d'aller dans ce genre d'émission. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, souvent, et c'est aussi pour des raisons pratiques, c'est plus facile d'emmener son conjoint en meeting, etc., que tous ces enfants qui ont peut-être autre chose à faire, on imagine. Mais c'est peut-être ça aussi qui pourrait être amené à changer, c'est-à-dire la famille au sens large que vous disiez sur la famille recomposée et pas juste le conjoint. Merci à tous les quatre. Merci à Aurélie Dafas et à Estelle Jonjo qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Virginie Parot qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés. Juppé en une de couve, ils n'ont pas voulu faire la couve, il n'y a pas de photo d'eux, ils ne veulent pas. Mais moi je pense qu'il y a une chose que... Chez Gisbert, ils l'ont bien filmé en train de manger des hamburgers avec sa femme. C'était quand il était au Québec, ça remonte à il y a quelques années. Au Québec. Mais moi, j'avais fait un bouquin sur leur femme et elle m'avait raconté, il y a très longtemps, comment Madame Juppé, qu'elle le sert beaucoup parce que dans sa conquête de Bordeaux, elle a été très utile parce qu'elle essaye... Elle raconte, elle dit, il aime me bouffer, il aime me faire l'amour, elle le raconte comme ça, etc. Et il n'arrive pas à passer le truc. Oui, c'est vrai donc que là, elle l'aide.